Aujourd'hui, on va parler de Mao Tse-tung, la guerre révolutionnaire. C'est maison d'édition 10-18. C'est vraiment pas ma préférée, cette maison d'édition-là. Le problème avec cette maison d'édition-là, ben, vous voyez, regardez. Ouais, vous voyez, la colle, elle tient pas. C'est comme dès que les livres sont un peu vieux, la colle tient plus. C'est chiant. Ça j'haïs ça. On dirait qu'ils ont mis de la colle cheap. Moi, j'ai des vieux livres qui datent, ça a plus que 100 ans, puis ça tient super bien. Puis ceux-là, ils ont même pas 30, 40, 50 ans, puis ça tient pas. Bref, 10-18, ça fait chier. J'ai quelques livres de eux, mais j'essaie de pas en acheter. Donc, Mao Tse-tung, la guerre révolutionnaire, ça a été publié en 1955. Les textes datent de décembre 1936, mai 1938. Donc, on est avant la Deuxième Guerre mondiale. On connaît pas beaucoup l'histoire de la Chine. C'est pour ça aussi que je trouve ça intéressant de lire. Mao, moi, je suis pas communiste. Là. De toute façon, je pense pas que la Chine est vraiment... C'est plus un capitalisme d'État, à mon avis. Mais bref, je trouve ça pertinent de lire des auteurs comme ça parce que il a quand même changé beaucoup la face de l'histoire, de son histoire en tout cas, de la Chine et même du monde. Puis ça a mené quand même une très grande révolution. Bref, tous les révolutionnaires sont intéressants à lire selon moi. Maintenant, le livre en tant que tel, La guerre révolutionnaire, est pas très bon. Je vous le cacherai pas. C'est pas vraiment... Il y a beaucoup de répétitions parce que lorsqu'il écrit, on dirait qu'il réfléchit. Donc, il va écrire, puis ça peut se répéter. On n'a pas un travail abouti, comme on n'a pas... il s'est juste mis à écrire, on dirait. Il n'a pas réfléchi comme avant d'écrire, donc ça fait en sorte on dirait qu'on lit sa réflexion en même temps de l'écriture. C'est un peu étrange comme façon de le dire, là, mais on a vraiment l'impression de ça. En termes d'écrit militaire, je conseille davantage Sun Tzu, qui est beaucoup plus pertinent. On avait évidemment beaucoup de choses qui étaient en lien avec Sun Tzu. Il ne le dit pas textuellement, mais tu vois, de toute façon, Sun Tzu, c'est un incontournable lors de la guerre. Puis ça fait en sorte que ce livre-là est moins pertinent. Par contre, en termes militaires, il était pertinent un peu dans le sens où on parle vraiment de la guerre révolutionnaire, donc de mener une armée de partisans. C'est ça qui est différent aussi par une armée qui est militaire sur un système national, payé, etc. On peut parler de l'armée canadienne ou de l'armée américaine. Là, on est sur une armée de partisans, ce qui fait en sorte que les gens sont vraiment là pour leur idée. Il n'y a pas vraiment de solde, peut-être à même les butins des fois qu'ils peuvent faire, mais c'est une autre façon de diriger des troupes, et c'est ça qui est intéressant aussi. Il ne va pas nécessairement parler de la façon dont il mène ses troupes, mais il va parler des différents angles, puis il va toujours, en fait, contextualiser avec des villes, évidemment, je ne les connais pas, mais des villes en Chine, puis comment ils ont procédé. Donc, ça fait en sorte que c'était intéressant par moment et vraiment pas par d'autres. On va y aller avec les éléments que j'ai trouvés intéressants. Page 54. Page 54, ce que je trouvais intéressant, c'est son approche. Il disait que, de base, la révolution, ça commençait par la défensive. Dans le sens où, comme tu es en train d'essayer de fomenter une révolution, ben fatalement, tu es contre le système qui est déjà bien établi en place. Donc, ta première façon de procéder, c'est de consolider ta défensive. Donc, en fait, les premières batailles sont des batailles défensives, sont des batailles où il essayait de juste se protéger, de juste faire échouer les attaques, comme il est dans une base révolutionnaire, puis que il est en contestation du système qui est déjà établi. Sa première défense, c'est tout simplement uniquement de se protéger contre les attaques fomentées par le système. Et c'est vraiment ça la base. C'est ça qui est intéressant parce que c'est logique, c'est totalement logique. Bon, il pense pas forcément, mais c'est qu'il doit se défendre en premier lieu. Puis, en fait, quand il gagne, c'est tout simplement parce qu'il a fait échouer l'autre. C'est pas parce qu'il a pris du terrain, c'est pas parce qu'il a avancé, c'est vraiment juste parce qu'il a réussi à contrer une attaque. Puis ça, je trouvais ça intéressant qu'il mentionne, dans le fond, que la première base d'une révolution, c'est la défensive. La première stratégie militaire d'une révolution, c'est la défensive. Ensuite, il va y avoir la stratégie aussi qu'il va avoir utilisé beaucoup, c'est de
volontairement perdre du terrain parce que, évidemment, il est dans une situation où le nombre est inférieur, les armes sont inférieures, bref, il est toujours en situation d'infériorité. Donc, il va beaucoup miser sur l'effet de surprise, il va beaucoup miser sur essayer on recule parce qu'on n'est pas nécessairement prêt à affronter dans des positions stationnaires. Donc, il va reculer, laisser l'ennemi s'étaler, puis ensuite, reprendre des parties de terrain, attaquer, faire des pertes, beaucoup d'attaques surprises. Il va dire, parce que nous n'avions pas voulu céder une portion de notre territoire, nous l'avons perdu en entier. Donc, c'est vraiment de laisser des places pour l'ennemi, pour que l'ennemi s'étale tout simplement, puis ensuite de réattaquer, de se reconsolider, puis de réattaquer. Donc, il y a beaucoup de jeux de chat et à la souris. Et c'est ça, comme il dit, en fait, quand il y a peu de force, peu de munitions, la guerre de position, c'est-à-dire vraiment de tenir une position, un emplacement et de se battre contre un ennemi qui attaque, c'est fondamentalement défavorable. C'est pour ça que toute la guerre révolutionnaire de Mao va être vraiment axée sur de la mobilité, de la mobilisation, beaucoup d'alliances avec les paysans, et aussi, ce qui est important de mentionner, qui n'est pas dit vraiment dans le livre, mais il va en parler, dans le fond, c'est l'invasion du Japon, de la Chine. Ça a fait en sorte que Mao, vraiment, s'est hissé. Là. Ça, il n'y a pas tant de monde qui en parle. On parle très peu de cette époque-là, surtout de la partie du Pacifique, qui n'est pas à la mode trop pour nous en Amérique surtout. Mais le fait que les Japonais ont décidé d'attaquer la Chine, ça a vraiment aidé Mao parce qu'il se retrouvait il fallait qu'ils choisissent entre deux armées. Donc l'armée qui était actuellement en place, qui était la Chine colonisée, et la Chine de Mao qui était plus avec la paysannerie, soutien à la paysannerie, qui était fondée sur le communisme évidemment. Et ça a fait en sorte que ça a balancé dans le pouvoir et ça a affaibli les deux camps, mais ça a été plus profitable pour Mao. Puis il va parler évidemment de toutes les stratégies militaires qu'il a optées, donc pour, par exemple, 6 questions pratiques de la stratégie de la guerre de partisans anti-japonaises. Donc, c'est la création de bases d'appui, la défense stratégique et offensive stratégique. C'est différents points, puis il va en parler brièvement. Puis il va parler de la guerre prolongée, donc de vraiment retrancher l'ennemi, puis de faire durer cette guerre-là, parce que comme l'ennemi japonais n'est pas sur son territoire, c'est beaucoup plus difficile pour tout ce qui est ressources, tout ce qui est acheminement de provisions. C'est pas des territoires qu'il connaît. Bref, de longue haleine, ça épuise l'adversaire beaucoup plus qu'une guerre prolongée dans des territoires qui sont connus. Bref, ça fait un peu le tour pour ce que j'avais à dire pour Mao. C'était pas la meilleure des lectures que j'ai lues, mais il y avait quand même beaucoup de choses pertinentes. Bonne lecture.